Dans les fjords glacés de Scandinavie, quand la nuit tombe sur les anciennes terres vikings, une menace bien plus terrifiante que les guerriers ou les tempêtes hantait l'esprit des hommes du Nord. Les Draugar, ces morts qui refusent de rester dans leur tombe, incarnèrent la peur la plus primitive de l'humanité, celle de voir les morts se relever pour tourmenter les vivants. Mais contrairement aux zombies modernes que vous connaissez du cinéma hollywoodien, ces créatures de la mythologie nordique possédaient une intelligence redoutable, des pouvoirs surnaturels effrayants et une volonté maléfique qui les rendait bien plus dangereuses que n'importe quel mort vivant sans cervelle. Les Vikings les craignaient plus que la mort elle-même, car un Draugr pouvait non seulement vous tuer, mais aussi maudire votre lignée entière et transformer votre propre corps en monstre après votre décès. Le mot Draugr vient de l'ancien norrois et signifie littéralement « revenant » ou « fantôme ». En islandais moderne, on utilise aussi le terme « aptrgangur », qui se traduit par « celui qui marche après la mort ». Cette appellation révèle déjà toute l'horreur de ces créatures. Ce sont des cadavres qui continuent à marcher, à penser et surtout à haïr les vivants avec une intensité démoniaque. Les Draugar ne sont pas de simples esprits éthérés qui traversent les murs en gémissant. Ce sont des corps physiques, des cadavres réanimés qui conservent leur force, leur taille et même leur personnalité d'avant la mort, amplifiée par une malveillance surnaturelle. Contrairement aux fantômes des autres cultures, les Draugar ont une présence corporelle qui les rend capables d'interactions physiques violentes avec le monde des vivants. Les sagas islandaises du XIIIe siècle regorgent de récits détaillés sur ces créatures. Ces textes anciens, écrits par les descendants directs des Vikings, ne sont pas de simples légendes inventées pour effrayer les enfants. Ils reflètent les croyances profondes et les peurs réelles d'une civilisation entière qui devait affronter quotidiennement la mort dans un environnement hostile. Les Draugar apparaissent dans l'Edda poétique, notamment dans le poème Havamal, qui fait référence à la mort éveillée, rôdant parmi les vivants. La saga de Grettir, la saga d'Eyrbyggja et de nombreux autres récits nordiques décrivent en détail les rencontres terrifiantes entre des héros et ces monstres. Ces témoignages concordants à travers différentes régions de Scandinavie suggèrent que la croyance aux Draugar était universelle dans le monde viking. Si vous croisiez un Draugr dans la nuit scandinave, vous le reconnaîtriez immédiatement à son apparence repoussante. Ces créatures affichent une couleur de peau bleu noirâtre, appelée Elblar, en vieux norrois, qui évoque la chair en décomposition et le froid mortel des tombes. Leur teint cadavérique est parfois si sombre qu'ils ressemblent à des ombres vivantes se déplaçant dans l'obscurité. Mais ce qui frappe le plus les témoins, c'est l'odeur. Les Draugar dégagent une puanteur de charogne insupportable qui précède leur arrivée et persiste longtemps après leur passage. Cette odeur de décomposition avancée est si caractéristique qu'elle servait d'avertissement aux vivants. Quand vous sentiez cette odeur nauséabonde dans la nuit, vous saviez qu'un mort-vivant rôdait dans les parages. Physiquement, les Draugar ne ressemblent pas aux cadavres desséchés qu'on pourrait imaginer. Au contraire, leur corps continue étrangement à se développer après la mort. Ils gonflent, deviennent énormes et encombrants, au point que certains récits décrivent des Draugar si massifs qu'il fallait des chars à bœuf pour les déplacer. Cette croissance post-mortem les rend anormalement lourds, bien plus que n'importe quel cadavre ordinaire. Les blessures mortelles qu'ils ont subies de leur vivant restent visibles sur leur corps. Un guerrier tué au combat gardera ses plaies béantes, un homme assassiné affichera les marques de sa mort violente. Ces stigmates de leurs trépas ne les empêchent nullement de se mouvoir et d'attaquer avec une vigueur terrifiante. Leurs yeux constituent peut-être l'élément le plus terrifiant de leur apparence. Les Draugar possèdent un regard qui peut littéralement paralyser un homme de terreur. Dans la saga de Grettir, le héros Grettir le Fort, réputé pour son courage exceptionnel, fut cloué sur place par le simple regard de Glamgr, incapable de bouger ou de dégainer son épée malgré toute sa volonté. Ce pouvoir oculaire n'est pas qu'une métaphore. Le regard d'un Draugr peut briser l'esprit d'un homme et le condamner à une vie de malheur. Les Draugar ne sont pas de simples cadavres ambulants dotés d'une force brute. Ils possèdent un arsenal de capacités surnaturelles qui les rendent presque invincibles face aux armes conventionnelles et aux simples mortels. Leur force physique dépasse largement celle qu'ils possédaient de leur vivant. Même les plus puissants guerriers vikings peinaient à les affronter en combat rapproché.
Les drogards peuvent écraser des os d'une simple poigne, briser des portes épaisses et soulever des charges impossibles pour un homme ordinaire. Cette force démoniaque provient de leur nature surnaturelle, alimentée par la haine et la malveillance qui les animent. Mais ce qui rend les drogards véritablement terrifiants, c'est leur capacité à changer de taille à volonté. Ils peuvent se gonfler pour devenir d'immenses géants qui écrasent leurs adversaires, ou au contraire se rétrécir pour se faufiler sous les portes et dans les moindres interstices. Cette métamorphose leur permet d'accéder à n'importe quel lieu, aucune barrière physique ne pouvant les arrêter. Les drogards maîtrisent également la métamorphose animale. Selon les sagas, ils peuvent se transformer en phoques, en chevaux, en taureaux ou en d'autres créatures pour tromper leurs victimes ou échapper à leurs poursuivants. Certains peuvent même se changer en brume ou en fumée pour traverser les obstacles et apparaître là où on les attend le moins. Cette capacité de transformation les rapproche des vampires des légendes ultérieures, établissant un lien fascinant entre différentes traditions de morts vivants. Le contrôle météorologique figure parmi leurs pouvoirs les plus impressionnants. Les drogards peuvent déclencher des tempêtes, faire tomber la neige ou envelopper une région entière dans un brouillard surnaturel. Ils utilisent ces capacités pour isoler leurs victimes, créer la confusion et accroître l'atmosphère de terreur qui les entoure. Quand un drogueur décide de s'en prendre à une communauté, même les éléments naturels semblent se retourner contre les vivants. Plus troublant encore, certains drogards possèdent des dons de prescience. Ils peuvent voir l'avenir, prédire les événements à venir et surtout jeter des prophéties maudites qui se réalisent inéluctablement. Ces visions prophétiques n'étaient pas réservées aux chamanes vivantes appelées Volva dans la société nordique, mais s'étendaient aussi à ces morts tourmentés qui utilisaient leur connaissance du futur pour tourmenter davantage les vivants. Les drogards peuvent également entrer dans les rêves des hommes pour les terroriser pendant leur sommeil. Ils hantent les cauchemars, distillent des images d'horreur et privent leurs victimes de tout repos réparateur. Cette torture psychologique affaiblit progressivement les personnes ciblées, les rendant plus vulnérables aux attaques physiques ultérieures. L'invulnérabilité aux armes ordinaires représente un autre de leurs attributs redoutables. Les épées, les lances et les haches qui feraient fuir n'importe quel ennemi mortel glissent sur la peau des drogards sans leur causer de dommages significatifs. Même la lumière du jour, contrairement aux vampires traditionnels, ne les affecte pas vraiment, bien qu'ils préfèrent opérer la nuit quand leurs pouvoirs sont à leur apogée. Enfin, et c'est peut-être leur capacité la plus dangereuse, certains drogards peuvent créer d'autres drogards. Leurs victimes se relèvent à leur tour pour rejoindre les rangs des morts vivants, créant ainsi des épidémies de revenants qui menacent de dépeupler des régions entières. Cette contagion surnaturelle transforme un seul draugr en une menace existentielle pour toute une communauté. Dans la société viking, tout le monde ne risquait pas de devenir un draugr après la mort. Certains individus présentaient des caractéristiques qui augmentaient considérablement ce risque et les communautés surveillaient attentivement ces signes inquiétants. Les personnes méchantes, avides, violentes ou cruelles de leur vivant étaient les candidates principales pour cette transformation maudite. Les Vikings croyaient que ces défauts de caractère persistaient après la mort et s'amplifiaient même, transformant la personne décédée en un monstre vengeur. Un homme brutal et colérique deviendrait un draugr encore plus violent. Un avare se transformerait en gardien obsessionnel de ses trésors enterrés. Les individus ayant vécu dans le conflit social perpétuel représentaient un danger particulier. Ceux qui avaient multiplié les querelles, les vendettas et les actes de violence envers leurs voisins continuaient souvent ces disputes même après leur mort. Leur rage inassouvie et leur désir de vengeance les empêchèrent de trouver le repos éternel. Le premier signe révélateur apparaissait au moment de la découverte du cadavre. Si le corps était retrouvé en position verticale ou assise au lieu d'être couché horizontalement, c'était un avertissement clair que ce mort risquait de revenir hanter les vivants. Cette posture anormale indiquait que quelque chose n'allait pas, que l'esprit refusait déjà de se soumettre aux lois naturelles de la mort. Le poids du cadavre constituait un autre indicateur inquiétant. Les corps destinés à devenir des drogards étaient anormalement lourds, bien plus que ne le justifierait leur taille physique. Cette densité surnaturelle résultait probablement de la présence persistante de l'esprit dans le corps,
qui refusait de le quitter pour entreprendre son voyage vers l'au-delà. Les personnes mortes de mort violente ou dans des circonstances particulièrement tragiques présentaient également un risque élevé. Un assassinat, une mort accidentelle brutale ou un décès survenu pendant des périodes sacrées comme Noël créaient des conditions propices au retour du mort. L'âme troublée par ces circonstances exceptionnelles avait du mal à accepter son sort et cherchait à revenir parmi les vivants. Les individus ayant connu une vie marquée par l'échec, la honte ou le déshonneur constituaient aussi des candidats probables. Dans une culture où l'honneur valait plus que la vie elle-même, mourir déshonoré représentait un sort pire que la mort. Ces âmes tourmentées ne pouvaient trouver la paix et erraient en quête d'une rédemption impossible. Les rites funéraires mal exécutés ou incomplets créaient les conditions idéales pour le retour des morts. Si la famille du défunt ne respectait pas scrupuleusement tous les rituels prescrits, le mort pouvait revenir pour exprimer son mécontentement. Cette croyance explique pourquoi les Vikings accordaient une importance capitale aux cérémonies funéraires et dépensèrent des fortunes pour honorer correctement leurs morts. Parmi tous les Draugr qui hantent les sagas islandaises, Glamr demeure le plus célèbre et le plus terrifiant. Son histoire, racontée dans la saga de Grettir, illustre parfaitement la nature cauchemardesque de ces créatures et les conséquences dévastatrices de leur retour. Glamr était un berger suédois de stature impressionnante, doté d'une force physique exceptionnelle. Mais son caractère le rendait détestable, antisocial, méprisant, sceptique envers le christianisme naissant en Scandinavie. Il refusait systématiquement de se plier aux obligations sociales et religieuses de sa communauté. Sa nature rebelle et son mépris des conventions sociales le mettaient en marge de la société. Un fermier nommé Thorhall l'engagea pour garder ses moutons dans une région hantée par une créature maléfique. Malgré les avertissements et les précédents funestes, Glamr accepta le poste, confiant dans sa force physique supérieure. Pendant quelque temps, sa présence sembla effectivement repousser la menace surnaturelle qui tourmentait la ferme. Mais Glamr commit une erreur fatale. Lors de la période sacrée de Noël, il refusa de jeûner comme l'exigeait la tradition. Cette transgression des règles religieuses pendant une période où le voile entre le monde des vivants et celui des morts s'amincissait, scella son destin tragique. Une nuit de tempête, Glamr sortit surveiller les troupeaux et ne revint jamais. Le lendemain, les hommes de la ferme le retrouvèrent mort dans la neige, le corps brisé mais encore debout contre un rocher, les yeux grands ouverts, fixant le vide avec une expression d'horreur indescriptible. La créature maléfique qu'il était censé combattre l'avait vaincu, mais quelque chose d'encore pire allait suivre. Les villageois tentèrent de transporter son cadavre jusqu'à l'église pour l'enterrer en terre consacrée, espérant ainsi lui assurer le repos éternel. Mais le corps était devenu si lourd qu'aucun attelage ne parvenait à le déplacer. Épuisés et terrifiés, ils durent l'abandonner et l'enterrer sur place, loin de toute protection sacrée. Cette violation des rites funéraires appropriés ouvrit la porte à l'horreur. Peu de temps après, Glamr revint. Mais ce n'était plus l'homme désagréable qu'ils avaient connu. C'était un Draugr d'une puissance exceptionnelle, animé d'une malveillance démoniaque amplifiée par sa transformation. Chaque nuit, il sortait de sa tombe pour terroriser la région, causant des ravages inimaginables. Son simple regard suffisait à faire perdre connaissance aux gens ou à les rendre fous. Certains témoins s'évanouissaient à sa seule vue, d'autres développaient une folie permanente après l'avoir croisé. La région se vida progressivement, les habitants fuyant cette terreur nocturne qui semblait invincible. Le Draugr Glamr ne se contentait pas d'effrayer les gens. Il tuait le bétail de manière systématique, détruisant les moyens de subsistance des fermes environnantes. Il s'attaquait aux voyageurs isolés, brisant leurs os avec sa force surhumaine. Il hantait les maisons, entrait dans les chambres pour terroriser les dormeurs et répandait une atmosphère de terreur absolue dans toute la vallée. C'est alors que Grettir Asmundarson, le héros de la saga, décida d'affronter ce monstre. Grettir était réputé comme le guerrier le plus fort d'Islande, un homme capable de combattre des ours à main nue et de vaincre des bandes entières de brigands. Sa force légendaire et son courage exceptionnel le rendaient unique, mais même lui hésita devant la perspective d'affronter Glamr. Le combat eut lieu une nuit d'hiver sous un clair de lune glaciale.
Grettir attendit dans la ferme hantée, sachant que Glamr viendrait. Quand le Draugr apparut, l'affrontement fut titanesque. Les deux colosses luttèrent avec une violence inouïe, détruisant tout sur leur passage. Glamr possédait une force qui égalait celle de Grettir, et le combat resta longtemps indécis. Ils se battirent à l'intérieur de la ferme, brisant les meubles et les murs dans leur lutte acharnée. Puis le combat se déplaça à l'extérieur, dans la neige. Grettir utilisait toute son expérience de guerrier, mais Glamr semblait insensible à la douleur et à la fatigue. Le Draugr ne cherchait pas seulement à tuer Grettir, il voulait le briser physiquement et mentalement. Finalement, après un combat épuisant qui dura des heures, Grettir parvint à projeter Glamr au sol, le maintenant sur le dos. Mais au moment de porter le coup fatal, un nuage se déplaça, laissant la lumière de la lune tomber directement sur le visage du Draugr. Grettir commit l'erreur de regarder dans ses yeux. Ce qu'il vit le paralysa. Les yeux de Glamr roulèrent dans leurs orbites avec une horreur hypnotique, et Grettir sentit toute sa force l'abandonner. Son cœur se serra, la terreur l'envahit comme jamais auparavant. Il resta là, cloué par ce regard maudit, incapable de bouger, oscillant entre la vie et la mort. Profitant de ce moment de faiblesse, Glamr prononça une malédiction qui allait empoisonner le reste de la vie de Grettir. Le Draugr lui dit que sa force ne lui apporterait que du malheur, que la malchance le poursuivrait désormais, qu'il deviendrait un paria, qu'il aurait peur du noir pour le reste de ses jours et que cette peur contribuerait à sa mort prématurée. Surmontant sa terreur par un effort de volonté surhumain, Grettir parvint finalement à décapiter Glamr avec son épée. Le corps du Draugr cessa enfin de bouger, libérant la région de cette terreur nocturne, mais la malédiction était jetée, et elle s'avéra mortellement efficace. À partir de ce jour, Grettir, le guerrier le plus courageux d'Islande, développa une peur panique de l'obscurité. Lui qui affrontait n'importe quel ennemi sans sourciller ne pouvait plus supporter d'être seul dans le noir. Cette faiblesse, combinée à une série de malchances qui le frappèrent par la suite, finit par le transformer en hors-la-loi. Grettir fut accusé à tort d'avoir causé un incendie qui tua plusieurs personnes en Norvège. De retour en Islande, il fut déclaré hors-la-loi, ce qui signifiait que n'importe qui pouvait le tuer impunément. Il passa les 19 dernières années de sa vie à fuir, à se cacher, incapable de trouver la paix ou la rédemption. Sa peur du noir, implantée par le regard maudit de Glamr, le rendait vulnérable. Il ne pouvait plus vivre seul, ce qui était pourtant nécessaire pour un hors-la-loi. Cette contradiction le plaça dans une situation impossible qui contribua directement à sa mort prématurée sur l'île isolée de Drangey, tué par traîtrise et sorcellerie alors qu'il était affaibli. L'histoire de Glamr et Grettir illustre parfaitement le pouvoir terrifiant des Draugr. Même vaincus physiquement, ils pouvaient détruire la vie de leur vainqueur par leur malédiction. Leur vengeance transcendait la mort et marquait leurs victimes pour toujours. La saga d'Eyrbyggja nous raconte une histoire encore plus effrayante, celle de Thorolf Pied Tordu, appelé aussi Thorolf Twistfoot, dont le retour déclencha une véritable épidémie de Draugr qui menaça de dépeupler toute une région d'Islande. Thorolf Björnsson était un viking redoutable de son vivant, un homme de grande stature et de force exceptionnelle. Mais son caractère brutal, sa violence et son tempérament colérique le rendaient détesté de ses voisins. Il avait gagné son surnom de Pied Tordu après un duel où son adversaire lui avait infligé une blessure à la jambe qui le laissa boiteux pour le reste de sa vie. Cette humiliation n'avait fait qu'accroître son amertume et sa rage. Thorolf passa sa vie à accumuler des terres et des richesses par la force et l'intimidation. Il querellait constamment ses voisins, dont son propre fils Arnkel, pour des questions de propriété et de pouvoir. Son avarice et sa brutalité ne connaissaient aucune limite, et même dans sa vieillesse, il restait un homme craint et détesté. Quand Thorolf mourut finalement, personne ne pleura sa disparition. Mais les habitants commirent une erreur en pensant que sa mort mettrait fin à leurs problèmes. Au contraire, elle ne faisait que commencer un cauchemar bien plus terrible. Peu après son enterrement dans un tumulus près de sa ferme, des événements étranges commencèrent à se produire. Les récoltes des champs environnants se flétrirent mystérieusement. Le bétail qui s'approchait de son tertre funéraire se mettait à bêler de terreur avant de mourir sans raison apparente. Une ombre sinistre sembla s'étendre sur toute la région,
comme si la mort elle-même s'était installée parmi les vivants. Puis Thorolf lui-même fut aperçu, marchant la nuit autour de sa ferme et dans les terres qu'il avait possédées. Mais ce n'était plus un homme, c'était un draugr d'une puissance exceptionnelle. Sa taille avait doublé depuis sa mort, son corps était devenu noirâtre et gonflé, et son odeur pestilentielle précédait sa venue à des kilomètres à la ronde. Le draugr Thorolf ne se contentait pas d'effrayer les vivants. Il les tuait. Un berger qui gardait ses moutons disparut une nuit. On retrouva son corps le lendemain matin près du tumulus de Thorolf, tous les os brisés, le visage figé dans une expression de terreur absolue. C'était le premier mort, mais pas le dernier. Ce qui rendit la situation vraiment catastrophique, c'est que le berger mort ne resta pas mort. La nuit suivante, il se releva à son tour, transformé en draugr. La malédiction de Thorolf était contagieuse, créant une réaction en chaîne de revenants qui se multipliait comme une peste surnaturelle. D'autres victimes suivirent rapidement. Les gens qui mouraient de causes naturelles dans la région se relevaient également après leur enterrement, rejoignant la horde de Drogar menée par Thorolf. C'était une véritable épidémie de morts vivants qui se propageait, chaque nouveau mort augmentant le nombre de ces créatures qui hantaient la nuit. Les fermes commencèrent à être abandonnées. Les habitants fuyaient, terrifiés à l'idée de devenir les prochaines victimes ou pire, de se transformer eux-mêmes en monstres après leur mort. Des vallées entières se vidèrent de leur population. L'économie locale s'effondra, les champs restèrent en friche, le bétail errait sans surveillance. La région tout entière était au bord du désastre. Le fils de Thorolf, Arnkel, décida finalement d'agir. Malgré les relations difficiles qu'il avait entretenues avec son père de son vivant, il comprenait qu'il fallait mettre un terme à cette horreur. Il rassembla un groupe d'hommes courageux et se rendit au tumulus de Thorolf, déterminé à détruire définitivement le draugr. Quand ils ouvrirent le tertre funéraire, ils découvrirent un spectacle d'horreur. Le corps de Thorolf n'avait subi aucune décomposition, mais il était devenu énorme, gonflé de manière grotesque et d'une laideur repoussante. Son visage arborait une expression de rage et de malveillance qui glaçait le sang. Les hommes tentèrent de déplacer le corps pour le brûler, mais il était devenu si lourd qu'ils durent utiliser 2 paires de bœufs pour le traîner hors du tumulus. Même mort une seconde fois, Thorolf restait une menace. Les animaux paniquèrent pendant le transport, effrayés par la présence maléfique du cadavre. Finalement, ils parvinrent à transporter le corps jusqu'à un promontoire rocheux isolé. Là, ils construisirent un énorme bûcher et y placèrent Thorolf. Ils l'incinérèrent complètement, réduisant son corps en cendres pour s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais se relever. Puis, pour être absolument certains, ils jetèrent ses cendres dans la mer, dispersant ainsi les restes du draugr aux 4 vents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon la saga, une vache lécha les cendres avant qu'elles ne soient complètement dispersées. Cette vache donna ensuite naissance à un veau possédé par l'esprit malveillant de Thorolf. Le veau grandit pour devenir un taureau monstrueux qui finit par tuer Thorod, l'homme qui avait dirigé l'incinération de Thorolf. Même réduit en cendres et dispersé, le draugr trouvait encore un moyen de se venger. L'épidémie de Drogar cessa finalement après la destruction de Thorolf, les autres revenants retournant à leur tombe une fois que leur créateur eut été anéanti. Mais la région ne se remit jamais complètement de cette période d'horreur. Les fermes abandonnées restèrent désertes pendant des générations, personne n'osant s'y installer par peur de réveiller de nouveau les morts. Dans la saga de l'Axdela, nous rencontrons un autre draugr terrifiant dont l'histoire illustre comment les défauts de caractère du vivant s'amplifient après la mort pour créer des monstres véritablement diaboliques. Gripr était un fermier islandais de grande taille et de force considérable, mais ses qualités physiques étaient éclipsées par sa nature profondément mauvaise. La cupidité guidait chacune de ses actions. Il passait son temps à accaparer des terres, à voler ses voisins et à accumuler des richesses par tous les moyens possibles, légaux ou non. Sa violence était légendaire. Il n'hésitait pas à tuer pour s'emparer d'une propriété convoitée ou pour régler un différend à son avantage. Les meurtres, les vols, les intimidations jalonnèrent sa vie. Personne dans la région ne l'aimait, mais tous le craignaient suffisamment pour ne pas oser s'opposer ouvertement à lui.
Rapre multipliait les mauvaises actions sans le moindre remords. Il trahissait les accords, mentait systématiquement et prenait plaisir à causer du tort à autrui. Son âme était noire comme la nuit la plus profonde, et cette noirceur allait persister au-delà de sa mort. Quand Rapre mourut finalement, les villageois crurent être débarrassés de ce fléau. Ils l'enterrèrent rapidement, sans les honneurs habituellement réservés aux morts, espérant que c'était la fin de leurs problèmes. Mais la mort ne punifia pas l'âme corrompue de Rapre. Au contraire, elle libéra sa malveillance de toute contrainte humaine. Rapre revint sous la forme d'un drogre particulièrement redoutable. Sa force physique, déjà impressionnante de son vivant, était devenue surhumaine. Sa cruauté s'était décuplée, libérée de tout semblant de civilité ou de retenue sociale. Il était devenu un prédateur nocturne d'une puissance terrifiante. Chaque nuit, le drogre Rapre sortait de sa tombe pour terroriser les fermes environnantes. Il tuait le bétail avec une brutalité gratuite, brisant les corps des animaux simplement pour le plaisir de détruire. Il s'attaquait aux voyageurs isolés, les dévorant littéralement dans certains cas, car les drogards les plus puissants pouvaient se nourrir du sang et de la chair des vivants. Mais ce qui rendait Rapre particulièrement dangereux, c'était son intelligence malveillante. Il ne se contentait pas d'attaques aveugles. Il semait le chaos de manière calculée, détruisant systématiquement les ressources des communautés, rendant la vie impossible dans toute la région. Sa méchanceté stratégique était peut-être pire que sa violence brute. Les habitants tentèrent tous les moyens traditionnels pour se protéger. Ils placèrent des amulettes protectrices, récitèrent des incantations, firent des offrandes aux dieux. Rien ne fonctionnait. Rapre semblait immunisé contre toute forme de magie défensive. Sa puissance dépassait celle des autres drogards, probablement amplifiée par les décennies de malveillance qu'il avait accumulées de son vivant. La terreur qu'il inspirait était telle que certaines familles préférèrent abandonner leurs terres ancestrales plutôt que de continuer à vivre sous cette menace constante. Mais fuir ne servait à rien, car Rapre semblait capable de poursuivre ceux qui avaient été ses ennemis de son vivant, même à grande distance. Finalement, un groupe d'hommes particulièrement courageux décida de mettre fin à cette horreur. Ils savaient que les méthodes conventionnelles ne suffiraient pas contre un drogre aussi puissant que Rapre. Ils consultèrent les sages, les veulvas et les prêtres pour trouver le rituel approprié. Armés de cette connaissance ésotérique et de leur détermination désespérée, ils se rendirent à la tombe de Rapre. Le combat pour extraire le drogre de son tertre fut violent et dangereux. Même enfermé dans sa tombe, Rapre possédait assez de pouvoir pour blesser gravement plusieurs hommes. Quand ils parvinrent enfin à sortir le corps et à l'exposer, ils découvrirent qu'il n'avait pas vieilli d'un jour depuis sa mort. Au contraire, il semblait presque vivant, la peau toujours élastique, les muscles encore fermes. Cette préservation surnaturelle témoignait de la force vitale maléfique qui habitait encore ce cadavre. Ils brûlèrent le corps de Rapre sur un bûcher énorme, alimenté par des bois spécialement choisis pour leurs propriétés purificatrices. Le feu devait être si intense qu'aucune partie du drogre ne survivrait à la crémation. Pendant que les flammes consumaient le corps, des témoins rapportèrent avoir entendu des hurlements surnaturels et vu des formes spectrales s'élever de la fumée avant de se dissiper. Une fois le corps entièrement réduit en cendres, ils jetèrent ces cendres dans un cours d'eau proche, permettant au courant de les emporter loin, très loin. L'eau courante possédait, selon les croyances nordiques, le pouvoir de purifier et de disperser les énergies maléfiques. En jetant les cendres dans la rivière, ils s'assuraient que Rapre ne pourrait jamais se reconstituer. Cette fois, le rituel fonctionna. Le drogre Rapre ne revint plus hanter les vivants. La région put enfin connaître la paix et les fermes abandonnées furent progressivement réoccupées. Mais l'histoire de Rapre resta gravée dans la mémoire collective comme un avertissement. Ceux qui vivent dans la méchanceté et la cupidité sont condamnés à errer après leur mort, torturant les vivants comme leur propre âme fut torturée par le vice. Face à la menace des drogards, les Vikings avaient élaboré un arsenal de rituels préventifs qui commençait dès le décès. Pour les morts suspects ou les personnes ayant eu une vie mauvaise, des mesures immédiates étaient prises. On cousait les orteils ensemble pour empêcher le cadavre de marcher, on plaçait des ciseaux ouverts en argent sur la poitrine pour couper le lien entre l'esprit et le corps, et on enfonçait parfois des aiguilles dans les pieds
pour dissuader toute tentative de se relever. Les portes des morts constituaient une autre protection ingénieuse. Ces ouvertures spéciales permettèrent de faire sortir le cercueil sans qu'il emprunte les portes normales. Une fois le corps évacué, on murait immédiatement cette ouverture pour empêcher le mort de retrouver le chemin de sa maison. Les funérailles appropriées représentaient la défense capitale. Les Vikings dépensaient des fortunes pour ces cérémonies, car mal exécuter un enterrement pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Le défunt était enterré avec tous les objets nécessaires à l'au-delà. Armes, outils, bijoux. Le 7e jour, la fête du Sjönd marquait la transition définitive où la communauté festoyait en l'honneur du mort. Les tumulus suivaient des règles précises avec des pierres gravées de runes protectrices formant des barrières magiques. Dans les cas extrêmes, on plaçait des objets lourds sur le cadavre ou on l'attachait avec des cordes consacrées. Pendant Yule, période où le voile entre les mondes s'amincissait, des précautions supplémentaires s'imposaient. Si un drogueur se manifestait malgré tout, plusieurs méthodes existaient. Le combat singulier restait l'option la plus périlleuse, réservée aux plus puissants guerriers. La méthode définitive consistait à déterrer le corps, le décapiter, brûler les restes séparément, puis jeter les cendres dans l'eau courante pour disperser l'essence maléfique. Certaines sagas relatent même des procédures juridiques extraordinaires. Dans la saga de Snorri le Gothi, un tribunal spécial condamna légalement un draogr à rester mort, démontrant le sérieux avec lequel les Vikings traitaient en cette menace. Les Völva, femmes chamanes, possédèrent des incantations magiques transmises de génération en génération. Les runes gravées sur des amulettes servaient aussi de protection et constituaient des héritages familiaux précieux. L'influence des Draugr persiste massivement dans la culture moderne. Tolkien, passionné des sagas nordiques, s'en inspira pour créer les êtres des Galgal dans Le Seigneur des Anneaux, des morts physiquement présents, gardant des trésors et paralysant leurs victimes par magie. George R.R. Martin puisa dans cette mythologie pour ces marcheurs blancs de Game of Thrones. Leur peau bleutée, leur capacité à créer des armées de morts vivants, leur résistance aux armes conventionnelles et leur contrôle des tempêtes hivernales rappellent directement les Draugr. Les jeux vidéo ont particulièrement adopté ces créatures. Skyrim respecte remarquablement la mythologie originale avec des Draugr gardant des trésors dans les tombes nordiques, possédant une force surhumaine et utilisant des cris magiques. God of War 2018 les présente comme des guerriers refusant le Valhalla par rage et vengeance. The Northman 2022 montre une confrontation authentique dans un tertre funéraire. Même Magic the Gathering intègre des cartes Draugr dans son extension Kaldheim. Les vampires modernes doivent une partie de leur héritage aux Draugr. Création d'autres morts vivants, résistance aux armes, force surhumaine et métamorphose trouvent leurs racines dans les légendes nordiques. Les zombies contemporains, bien que différents, partagent certaines bases mais restent bien moins terrifiants, dépourvus d'intelligence et de pouvoirs magiques. Les Draugr fascinent, car ils représentent des antagonistes intelligents avec des personnalités complexes et des motivations compréhensibles. Cette richesse narrative explique leur persistance millénaire, offrant des possibilités bien supérieures aux zombies classiques. Psychologiquement, les Draugr incarnèrent des peurs profondes. Ils reflétaient l'angoisse face à la mort et la décomposition, familière dans une société sans embaumement moderne. Leur aspect contagieux évoquait les épidémies dévastatrices. Ils représentaient la vengeance posthume dans une culture d'honneur où les conflits pouvaient transcender la mort. La persistance de leur personnalité créait une terreur particulière. Affronter un Draugr signifiait combattre une version monstrueuse de quelqu'un qu'on avait connu. L'anxiété liée au rite funéraire créait une pression énorme, chaque détail négligé pouvant transformer un être cher en monstre. Leurs malédictions prophétiques inéluctables, comme celle de Glamr sur Grettir, touchaient à la peur du destin incontrôlable. Ils incarnaient aussi la terreur de l'isolement dans une société où la survie dépendait de la communauté. Leur pouvoir surnaturel défiant toute logique amplifiait son angoisse face à l'inconnu. Les Draugr servèrent de justice cosmique. Les méchants devenaient des monstres, fonction didactique encourageant un comportement social approprié. Leur aspect contagieux reflétait la corruption morale pouvant contaminer une communauté entière. En conclusion,
Les Drogar transcendent la simple légende. Ils incarnent une vision où la mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement potentiellement horrifiant. Contrairement aux zombies sans cervelle, ils conservent intelligence, personnalité et rancune, traquant spécifiquement leurs victimes avec une connaissance intime de leur peur. Leurs pouvoirs surnaturels variés en font des adversaires quasi invincibles. Même vainqueurs physiquement, les héros restaient marqués par leur malédiction. Certains déclenchaient des épidémies entières de morts vivants, transformant un problème local en catastrophe régionale. Les rituels élaborés développés témoignent du sérieux de cette menace. Leur héritage persiste parce qu'ils touchent à des peurs humaines universelles. Ils rappellent un monde où le surnaturel était réel et où chaque enterrement présentait un risque. Les Drogar possèdent une profondeur mythologique supérieure aux zombies modernes. Glamr, Thorolf et Hrapr représentent chacun une terreur différente, une leçon morale distincte. Leur intelligence permet planification et négociation, ouvrant des possibilités narratives impossibles avec des zombies. Ces morts vivants nordiques continuent de fasciner malgré plus de 1000 ans, miroir de nos peurs concernant la mort, la décomposition et la possibilité terrifiante que ce qui est enterré ne reste pas enterré. Ils brisaient les esprits, maudissaient les lignées, transformant l'existence en cauchemar éveillé dont on ne pouvait échapper, même dans la mort.